Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette deuxième semaine de l'Avent. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du livre En attendant ce foutu Noël de Jérémy Kamaski, cet anti-calendrier de l'Avent. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver facilement les prochaines. Belle écoute. 6 décembre. Archibald et la mère Jacqueline. La mère Jacqueline avait perdu son mari durant la Grande Guerre. La der des der, qu'il disait, ainsi que tous les 15 ans déjà. Depuis, elle regardait le monde sans conviction, avec une pointe d'ironie cachée derrière de grands sourires. Elle était propriétaire d'un bistrot dans Montmartre, héritage de son mari, mort pour la France. Archibald, lui, était un mendiant approchant la quarantaine, au visage marqué par la vie dans la rue. Ses cheveux avaient prématurément blanchi lors de la guerre 14-18. Costaud, ça ne l'empêchait pas d'être connu à Montmartre comme une personne joviale, qui avait toujours un petit mot gentil pour les passants, même si ces derniers ne faisaient pas souvent teinter la boîte de conserve posée devant lui par quelques pièces sonnantes et trébuchantes. Archibald rentra dans le petit troquet tenu par la mère Jacqueline. Lorsqu'il ferma la porte, les rares clients le virent du coin de l'œil et se turent. « Bonsoir, » dit Archibald, en posant son chapeau et son caban rapiécé sur le porte-manteau. « Bah dis donc, y a pas grand monde ici ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Le retour de la grippe espagnole? » ?»« Mais non, voilà comme tu parles trop vite, » dit-elle avec son accent titi parisien. « Et puis quel toupet de venir ici alors que tu me dois 800 francs. Allez, j'ai bien travaillé aujourd'hui. On m'a donné plein de piécettes pour me réchauffer et passer de temps à congeler un moi. Vas-y, fais voir. » Il mit la main à la poche et en ressortit 20 francs. Elle resserra son poing sur sa main ouverte pour accaparer le butin avant qu'Archibald ne change d'avis et qu'il n'aille les dépenser dans un autre bar. « Allez, viens, assieds-toi là. Tu veux quoi? »« Comme d'habitude, ma petite dame. » Elle sourit. Il dit « Un petit calva. »« Disons, pour fêter ça, un double, mon grand. » »« C'est pas de refus, tiens. C'est Noël avant l'heure. D'ailleurs, as-tu vu les grands magasins? Le bazar de l'hôtel de ville et les galeries Lafayette. Elles sont revêtues de loupiottes, dis donc. Tout ça pour fêter la naissance du petit Jésus. La fée électricité, comme on dit, elle est partout. En tout cas, c'est bien joli sur les magasins. Ça donne envie d'offrir plein de cadeaux. Ouais. De toute façon, cette mode d'illuminer tout pour Noël, ça ne durera pas. Ça coûte bien trop cher, tout ça. Elle posa le double calva sur la table et s'assit à côté d'Archibald avant d'allumer une cigarette. Stupéfait, le mendiant lui lança. « Ne me dis pas qu'une femme de ton standing se mettrait à fumer. » »« C'est pour passer le temps, mon grand. Tu fumes et tu bois bien, toi. » »« Oui, je peux me le permettre, je suis un gaillard. Ce n'est pas fait pour les petits poumons, la cigarette. » Court silence. « Pourquoi sembles-tu amusé? » ?»« On dirait que ton sourire touche tes oreilles. » »« Moi? Que je souris? Dis donc, tu n'as pas fini ton calva que tu vois trouble. » »« Tu souris, il me prend pas pour un couillon. » »« Oui, je souris. Et tu sais pourquoi? » ?»« Non, et j'en ai fichtrement rien à fiche. » »« T'es sûr? Je voulais avoir ton son de cloche, toi, ma cloche préférée. » »« Ah, ça va avec les surnoms. Garde tes distances. » »« Tu as l'air préoccupé, Archibald. C'est pas comme à l'habitude. » »« Non, je suis normale. » »« Arrête de me mentir. D'ordinaire, on t'entend rire à 2 kilomètres à la ronde. Tu fais des mauvais jeux de mots et tu racontes des blagues salaces à qui veut les entendre. Ce soir, j'ai pas envie. Voilà tout. Parle-moi du moulin de la Galette. Il eut l'air étonné, puis s'assombrit. Moi, j'ai rien à dire sur le moulin de la Galette. Allez, dis-moi, on raconte que tu étais au moulin hier soir. Je vois pas de quoi tu parles. Le moulin, c'est le moulin. Et là, je suis au bistrot pour décompresser de la journée de clochard. On dirait pas, mais faire la manche à fatigue. D'accord. Tu ne sauras pas ce que je sais. Et tu n'auras pas d'autre calva à l'œil. Silencieux et renfrogné, il se dit que quelques paroles pour un verre d'alcool, c'était peu cherté. D'accord, mais pas un mot à la poulaille. T'inquiète pas, mon bonhomme, je dirai rien à la police. J'ai un bistrot à faire tourner, moi. Et si je déballe tout sur tout le monde aux flics, je n'aurai plus personne à servir. Archibald avança son torse et sur le ton de la confidence, il dit « Moi, hier au moulin, j'y étais pas. C'est tout. »
On raconte le contraire pourtant, dit-elle entre deux bouffées de cigarette. Oui, j'ai eu des échos, on va dire. Des échos? Raconte-moi. Là où je veux en venir, c'est que le bourgeois méritait son sort. Chacun en avait marre de voir sa tronche parmi nous, les pauvres gens. Il remet le couteau dans la plaie. Là, sa plaie, elle ne se renfermera pas de sitôt. D'ailleurs, dans quelques heures, il sera 6 pieds sous terre avec ses secrets, ce bourge à la tête de nœud. Tu ne peux pas me dire ça. Dire quoi? Tu me mènes en bateau. Tu veux que je t'arrose à l'œil toute la soirée, c'est ça? Non, je te mens pas. Et ça serait pour le refus. Dire des vérités, ça assèche le gosier, tu sais. Allez, vas-y, raconte et t'auras des calvas. Bon, d'accord. J'ai entendu parler de Mario dans l'histoire. Mario? Oui, Mario, le Rital. Toujours la faute des Rital, de toute façon. Arrête. Mario, il est autant d'ici que toi et moi. Mais raconte-moi, bon Dieu. Mario avait une sombre affaire avec le bourgeois. Le Rital a toujours été quelqu'un qui voulait sortir de sa condition de cireur de pompe. Et le bourgeois lui avait parlé d'un transport de produits de luxe pour les courtisanes de vieux schnocks au portefeuille trop épais. Mais le bourgeois était riche. Pourquoi voulait-il tremper dans le monde du crime de bas étage? Le truc, c'est que le bourgeois avait perdu toute la fortune de sa famille en jouant aux courses à l'hippodrome. Il avait cru dur comme fer qu'il allait se refaire, et il a tout misé sur le mauvais canasson. Le bourgeois s'était endetté comme jamais. Pour cacher sa sale situation, il avait emprunté aux mauvaises personnes qui le pressaient chaque jour plus pour le remboursement, avec les intérêts grandissants et tout ça. C'est bien triste d'être aussi riche et aussi bête qu'il en perd toute sa fortune. Exactement. Et le jeune Mario qui approchait la vingtaine n'avait qu'une idée en tête, s'associer avec le bourgeois pour faire un mauvais coup. Et le coup était tellement mauvais qu'il en perdit la vie, lui. Et toi, Archibald, tu ne fais pas de la partie? Mais non, mon Dieu, allez, serre-moi. C'est quelle fille. Mais dis-moi, Jacqueline, qu'as-tu entendu? Des brouhahas, c'est tout. Je voulais ton point de vue. Mais raconte-moi en plus. Il fit un signe des sourcils en regardant le verre. Il fut resservi, et cette fois-ci, Archibald but cul sec. Écoute-moi bien. Ce qui suit doit rester entre nous. Tu sais bien que je suis muette comme une tombe. T'as intérêt, car si tu l'ouvres, tu sauras de l'intérieur ce qu'est une tombe. Arrête de me vouloir faire peur et parle. On dit que lors de la livraison de produits de luxe pour les pépés de luxe, Mario s'était fait doubler par le bourgeois. Comment ça? J'en sais pas plus. Mais Foudrage, il l'aurait poignardé. Ensuite, il serait rentré chez lui avec hâte et aurait tout raconté à sa donzelle. Pourquoi utilise-t-il conditionnel? C'est sûr ou pas? Il lui a tout raconté comme je te le raconte en ce moment. Comment le sais-tu aussi bien, avec autant de détails? Elle comprend. Tu t'enfournais sa donzelle. Tu as le triple de son âge, mon grand, elle n'a que 16 ans. Mais bon Dieu, non! Même si j'ai comme qui dirait un petit béguin pour elle, jamais je la toucherai. Même si c'est une jeune femme bien jolie, je la considère comme ma fille. Il t'a tout raconté de Mario? Non. Écoute-moi, la donzelle de Mario, Jocelyne, pour moi, on va dire une certaine pitié. Par ce temps de grand froid, elle m'invite souvent chez elle pour que je me réchauffe avec des bouillons de viande. Elle s'occupe de moi comme une maman. Je ne te suis plus. En fait, hier soir, je me réchauffais à côté du poêle avec mon bouillon. Et c'est là qu'on a entendu le cliquetis de la porte s'ouvrir. Pris de panique, car tu vois bien que je voulais pas qu'il se fasse des idées, je me suis cachée derrière une armoire comme font tous les mauvais amants. C'est très louable de ta part, dit-elle en souriant tout en expirant la fumée de ses cigarettes. Ne me regarde pas ainsi. En fin de compte, il prit toutes ses affaires et Jocelyne de prier pour qu'il réponde à ses questions. Pourquoi j'ai fait tes valises? Que c'est facile, mon chéri. Pourquoi ne m'emmènes-tu pas avec toi? Ça me déchirait le cœur de les voir rompre ainsi sans que je puisse faire quoi que ce soit pour la petite Jocelyne. Elle qui est si bonne avec moi. Mais il lui a tout raconté? Oui, il en a mis du temps pour se les confier et à la faire souffrir. Et juste avant d'ouvrir la porte, avant de se volatiliser. Et ce que tu m'as raconté, c'est là qu'il te l'a dit. Serre-moi un triple calva et je te finis mon histoire. C'est quelle fille? Alors? Qu'elle dit? Alors rien. Comment ça? Je te rincerai gratuitement et rien. Elle semblait déçue. Puis elle lui resservit un autre triple calvados. Il commençait à chanceler à cause de l'alcool. Bon, écoute. Sur le pas de la porte, Mario dit à Jocelyne qu'il l'aimait plus que tout et qu'il reviendrait. Il lui confia qu'il avait fait quelque chose de grave et qu'il était urgent de se mettre au vert quelque temps. La petite Jocelyne semblait heureuse dans son malheur. En fait, ça serait un mauvais moment à passer et ensuite tout irait pour le mieux dans leur petit monde douillet. Mais elle se trompait. Il rompait avec elle, et la petite ne le voyait pas. Ça se sent, ces choses-là. Et rompre en s'enfuyant tout en laissant de l'espoir, moi je dis que c'est un crime. C'est un crime d'amour. Désolée si je suis fleur bleue. Et c'est en se comportant ainsi que les jolies jeunes filles deviennent de vieilles mégères et grises. Il la regardait. C'est sûr que la mère Jacqueline ne prenne cette phrase pour elle. Ne te fais pas de mouron, mon petit Archibald. Moi, le nain, il est mort dans les tranchées, à ce qu'on m'a dit.
Ce n'était pas un mauvais bougre, mais je n'étais pas amoureuse de lui. Alors sa mort me fit juste du mal comme si je perdais un ami et c'est tout. Dans ton malheur, tu as hérité de son bistrot au coin de 2 rues, non loin d'usine où les ouvriers viennent dépenser leur maigre salaire dans ton alcool. Au pire, faire crédit. Il y en a plein qui ont une ardoise comme toi, Archibald. Et t'inquiète pas, vous survivrez tous et je récupérerai tout mon argent. Je vous suivrai même en enfer. Elle rit. Soit, dit Archibald. Intriguée, la mère Jacqueline demanda. Mais comment tu sais tout ça? L'histoire avec Mario. Si ce que tu me racontes est la vérité vraie, il n'y a rien précisé sur le pas de la porte. Donc, quand la Jocelyne referma la porte, elle fondit en larmes. Je l'ai consolée du mieux que j'ai pu. Face à ce spectacle d'une tristesse insoutenable, j'ai voulu rattraper le rital et lui dire quelques mots. J'ai couru comme j'ai pu. Je suis trop âgée pour faire de l'exercice, surtout quand il y a de la neige sur les trottoirs. Mais je le retrouvais dans les vignes, tu sais, sur le versant de la butte Montmartre. Et c'est là que je l'ai ailé, ce filard. Que veux-tu me répondit-il. Pourquoi t'enfuis-tu comme un lâche lui rétorquai-je. Il s'approcha de moi, et il me raconta toute sa foutue soirée et son meurtre qu'il ne voulait pas commettre. Il m'avoua même se sentir plus léger à mesure qu'il me racontait l'histoire, comme je te la raconte ce soir. Il me dit qu'il avait poignardé le bourgeois avec un couteau qu'il me montra. Le sang avait eu le temps de sécher un peu. Je pus prendre l'arme dans mes mains, mais dans les vignes sans feuilles baignées par la lumière de la pleine lune, il dut voir des flammes dans mes yeux. Je le transperçai à l'arme blanche si fort que je ne me rendis compte de mon acte qu'une fois la folie passée. Jacqueline se rembrunit. Son sourire avait complètement disparu. Qu'as-tu fait, sombre fou? Je l'ai vengé, la petite. J'ai soulevé le corps du rital et je l'ai mis dans la porcherie, en bas de la butte. Comment? Tout est bon dans le cochon. Et tout est bon pour les cochons. Mais elle se figea. Le visage d'Archibald se faisait grave et sérieux. Donc ouais, je suis pas mon âme la galette, mais je connais toute l'histoire et toi aussi, notamment les lignes de la butte. Mais pourquoi me racontes-tu tout ça? J'avais besoin de le dire à quelqu'un. Le rital avait raison. Ça soulage de se confier. Mais si je raconte tout à la police, tu n'en feras rien. Tu seras muette comme une tombe, comme t'as dit. Sinon, tu sauras de l'intérieur ce qu'est une tombe. Tu as ma parole. Le silence ne s'installa pas longtemps avant qu'Archibald ne reprenne la parole. Allez, merci pour tous ces calvados. À demain. Archibald remit sa veste et son chapeau. Le clochard avait retrouvé sa bonhomie légendaire, soulagé d'avoir enfin confié l'histoire qui lui plaisait, avant de dire au revoir aux rares personnes dans le bistrot tenu par la mère Jacqueline. Quant à elle, elle avait du mal à croire que cet homme aimé de tous puisse être un tueur au sang-froid. Maintenant, elle le haïssait, car elle avait une histoire qui lui plaisait. Et qui pourrait-elle la raconter désormais? À personne.